On va passer à la table ronde. Donc on a parlé du mécanisme de l'obésité, de l'épidémiologie, on a parlé des mécanismes d'obésité. Puis maintenant, une fois l'obésité installée, on va parler des maladies. Alors je vais demander au docteur Fadi Jamal qui est cardiologue, Julien Favier qui s'occupe du somnologue et le docteur Jean Langlois qui va chirurgien orthopédiste. Bon, merci à tous, merci à l'URPS d'organiser ce type de réunion transversale où on apprend énormément de choses, surtout quand on est dans une spécialité un peu en silo, on devient hyper spécialiste, donc c'est content d'être là le samedi matin. Ok, je voulais mettre plein de chiffres au départ sur les diapos, et après je me suis dit il va y en avoir beaucoup à côté, donc je vais plutôt parler de l'impact sur le cardiovasculaire. Bon, c'est identifié comme un facteur de risque évident, je pense que pour tout le monde c'est du quotidien. Alors il y a deux types d'impact, il y a un impact indirect en favorisant des facteurs de risque importants des maladies cardiovasculaires comme l'hypertension, le diabète, les apnées du sommeil. Je pense que Julien en parlera plus longuement, mais aussi les dyslipidémies. Donc il y a un vrai lien entre l'augmentation de la prévalence de ces facteurs de risque cardiovasculaires avec l'augmentation. Il y a même une corrélation avec l'IMC. Plus l'IMC augmente, plus ces facteurs augmentent et surtout ils résistent au traitement. Mais il y a aussi quand même un impact direct, indépendant de ces maladies. Et puis voilà, c'est un peu la mortalité de l'obésité, elle est liée surtout à la mortalité cardiovasculaire. Alors, les maladies cardiovasculaires, c'est 20 millions de morts par an dans le monde. Donc ça me paraît incroyable comme chiffre. De plus en plus, c'est lié à l'augmentation des facteurs de risque. Il y a 1 milliard d'hypertendus dans le monde. Il y a certainement au moins 500 millions de diabétiques. Et ça me fait penser à une anecdote. On discutait avec un collègue cardiologue africain qui vient de la RDC, où pour la petite histoire, il y a 60 cardiologues pour 120 millions d'habitants. Il me disait, il y a 30 ans, nous, on mourait de malaria et de dénutrition. Aujourd'hui, on meurt de diabète et d'hypertension. Et le vecteur de l'augmentation du poids est important. Donc, il y a une bombe à retardement. Nous, dans notre précarité, on s'occupe toujours de ce qu'il y a autour de nous, mais ailleurs, il y a une vraie bombe à retardement mondiale qui va être majeure. Et je pense que le surpoids est un vrai sujet dans beaucoup de pays. L'impact direct, la maladie coronaire, on sait que en cas de surpoids, on fait des coronariopathies plus jeunes et il y a plein d'études d'autopsie qui ont montré que même à 20 ans, avec surpoids, il y a parfois une atteinte athéromateuse importante au niveau des artères, donc pas seulement coronaire, mais aussi artériopathie, donc risque d'AVC. Il y a aussi un impact direct sur le myocarde, puisque il y a une infiltration graisseuse des cellules musculaires, et ce qui entraîne insuffisance cardiaque et trouble du rythme. Diapo suivante. Alors, il y a une notion qui traîne un peu dans la littérature, qui est le paradoxe de l'obésité, disant que finalement, ok, ils font plus de pathologies cardiaques, mais le pronostic est meilleur chez ceux qui sont en surpoids par rapport à ceux qui ont moins de surpoids. Franchement, je pense que c'est déjà une notion qu'il ne faut pas dire à nos patients, parce que pour la prévention secondaire, c'est pas top. Dire finalement, vous avez une maladie du cœur, mais tout va bien. En fait, il y a un biais lié au fait que si on a un IMC peut-être faussement bas, peut-être que c'est lié à une autre maladie chronique comme les cancers ou les insuffisances respiratoires qui apportent un biais de mortalité important. Mais c'est surtout pour introduire la notion de dire est-ce que c'est l'IMC qu'il faut mesurer ou est-ce que c'est la masse adipeuse? Parce qu'il y a vulgairement des gros avec un IMC normal, tout simplement parce qu'on perd facilement de la masse musculaire à cause de la sédentarité, mais aussi quand on a un épisode de santé aiguë. Et surtout, on reprend plus facilement de la graisse que du muscle.
Et peut-être c'est la mesure plus précise, Salomon dira ce qu'il en pense, mais de la masse graisseuse qui est finalement le facteur de risque. C'est peut-être pour ça qu'on a un biais de différence de mortalité. Alors pour rentrer un petit peu plus dans la physiopathe, c'est une maladie chronique, hein, je crois que ça a été dit à multiples reprises, et le tissu graisseux de ceux qui sont en surpoids est malade, en fait, donc, parce qu'il ne travaille pas de la même façon qu'un tissu graisseux qui est censé être chez nous une réserve en cas de coup dur pour nous donner un peu d'énergie en cas d'alimentation insuffisante pendant plusieurs jours. Et donc le tissu adipeux, il sécrète pas mal de cytokines, d'adipokines, qui fait que ça augmente l'inflammation, ça augmente la thrombose. Et pour les maladies vasculaires et coronaires, on n'aime ni l'inflammation ni la thrombose, ce qui explique que ça peut avoir un effet direct sur les artères. Et l'infiltration graisseuse, finalement, elle n'est pas qu'au niveau de l'abdomen et des fesses et des cuisses, elle est aussi au niveau des tissus profonds. Et elle est, notamment au niveau du cœur, elle peut être péricardique. Donc, est-ce que mon cœur est gras? On dit, c'est pas grave s'il est gras, mais s'il marche bien. Et le muscle aussi. Et c'est ce qui entraîne, en fait, l'infiltration graisseuse. C'est aussi le lit des troubles du rythme, parce que ça entraîne des troubles du rythme ventriculaire. Donc, il y a une augmentation de la probabilité de mort subite. Mais il y a aussi une augmentation de l'arythmie cardiaque, donc risque d'AVC, etc. Donc, on voit que la chaîne de valeurs négatives est importante. Il y a une fréquence cardiaque plus élevée chez les personnes en surpoids. Puis il y a un débit cardiaque augmenté, ce qui fait que tous les organes travaillent un peu plus, qu'il y ait hypertension ou pas. Donc, ce qui fait qu'il y a une usure accélérée des organes. Et s'il y a de l'hypertension, c'est encore amplifié. Dysfonction endothéliale, évidemment, liée un peu à tout ça. En gros, est-ce que le fait d'agir sur le surpoids, ça altère, ça améliore le pronostic cardiovasculaire? Il y a des études qui ont montré que oui, évidemment. Mais je pense qu'aussi ça passe par le bien-être. Il faut être bien dans sa peau. Et c'est peut-être ça qui est le meilleur marqueur d'une bonne santé cardiovasculaire. Merci. Merci Fanny. On posera les questions après. Julien Favier, qui est somnologue, qu'on ne présente plus, qui est élu RPS et somnologue. Merci Salomon. Alors, moi je vais parler rapidement de troubles du sommeil et obésité. Dans les troubles du sommeil, le premier qui vient toujours en termes de prévalence, c'est l'apnée du sommeil. Alors, je veux faire un petit point quand même sur l'apnée du sommeil. On en parle de plus en plus. Les gens ont l'impression que c'est une mode. C'est souvent le reproche qu'on fait à des médecins du sommeil. On fait beaucoup d'examens, on fait beaucoup de dépistage. Deux raisons à cette mode et à une explosion des dépistages. C'est simplement parce que plus on dépiste, plus on diagnostique, plus on a eu tendance à modifier les cut-offs de pathologie, et notamment de redéfinition de ce qui était un épisode d'apnée ou d'hypopnée. Et depuis une dizaine d'années, il y a eu pas mal de modifications des règles de scoring chez nous, ce qui fait qu'on trouve plus d'apnée parce que d'une part on est plus sensible et plus spécifique, mais en même temps on a aussi énormément amélioré les techniques de dépistage, et donc automatiquement plus on dépiste facilement, plus on trouve les gens, et plus on a des gens qui sont formés pour dépister, plus on va en trouver. Pour vous donner une idée, l'apnée c'est 1 milliard de personnes dans le monde. Ça tombe bien, on retrouve à peu près 1 milliard d'obèses, on retrouve 1 milliard de gens qui ont de l'apnée. Après, c'est pas pour ça qu'il faut traiter tout le monde. C'est pas pour ça qu'il faut aller chercher tout le monde. Il faut aller chercher les gens qui sont symptomatiques. L'apnée n'est pas le seul problème. Il y a aussi les syndromes d'hypoventilation, d'obésité hypoventilation, alors qui concernent plus les pneumologues. Moi, je suis somnologue, médecin généraliste de formation. Pour ceux qui ne connaissent pas l'hypoventilation due à l'obésité, c'est de l'insuffisance respiratoire qui est due au poids. C'est dû à la masse graisseuse qu'on n'arrive pas à mobiliser durant la nuit, et ce qui crée de l'insuffisance en termes d'oxygénation la nuit.
Quand on regarde un petit peu les études, alors il y a notamment la Sleep Health Study, on constate qu'il y a une corrélation entre le niveau de ce qu'on appelle l'IH, l'index d'apnée-hypopnée, donc le nombre d'événements respiratoires, et la proportion de patients obèses qu'on retrouve. Globalement, il y a 10% des obèses qui ont un syndrome d'apnée du sommeil. Obèse, IMC supérieur à 30. Dès qu'on passe en obésité morbide, on tombe à plus de 50% des patients qui ont un syndrome d'apnée du sommeil. Alors tous tous sont habilités, surtout quand on est dans les parcours de chirurgie bariatrique, ça fait partie des recommandations, mais tous ne sont pas appareillés. On appareille des gens qui sont symptomatiques, on prend en charge des gens qui sont symptomatiques. Simplement le fait de le savoir déjà, quand on est sur un BMI supérieur entre 35 et 40, c'est une indication à aller opérer, mais c'est surtout une indication à mieux les surveiller en post-opératoire, parce qu'on sait qu'on a une explosion de l'apnée en post-opératoire qu'il faut prendre en compte, notamment pour nos amis anesthésistes. Il n'y a pas que l'apnée que provoque l'obésité. L'obésité, la slide d'après s'il vous plaît. Merci. L'apnée, ce n'est qu'un des problèmes. On a en sommeil beaucoup de problèmes d'anxiété, dépression, beaucoup d'insomnie qui sont provoqués par simplement le mal-être que provoque le problème de poids. Mais on a aussi beaucoup de troubles du sommeil qui sont dus en fait aux conséquences de l'obésité. On parlait tout à l'heure des douleurs articulaires. On a beaucoup de remontées gastriques. On a globalement des patients qui vont avoir des marqueurs psychosociaux qui sont très altérés, et il y a une corrélation, moins on dort, plus on prend du poids, moins on dort, plus on fait d'inflammation. Je rebondis sur la présentation de Fadi où on oublie souvent que les troubles du sommeil, c'est une maladie pro-inflammatoire et donc ça va favoriser l'obésité. La fragmentation du sommeil, le sommeil court, ça favorise des dysrégulations endocriniennes, notamment au niveau de la leptine et de la gréline. Donc on a des patients moins ils dorment, plus ils sont inflammatoires, plus ils prennent du poids facilement et moins ils régulent correctement leur appétit. Voilà, simplement ce que je voulais évoquer avec vous, et je laisse la place à l'orateur suivant. Bien, merci. Donc là, on va parler des conséquences mécaniques de l'obésité, après des conséquences métaboliques et autres. Donc, Dr Langlois, qui est chirurgien orthopédiste. Bonjour à tous, merci aux orateurs de m'avoir invité à parler, à apprendre plein de choses, parce que moi je suis juste chirurgien orthopédiste, donc effectivement tout ça est bien au-delà de mes compétences. Et pour rebondir sur ce que disait le docteur Benchetrit, c'est pas du tout que mécanique. Évidemment, les gens commencent à comprendre que l'arthrose des membres inférieurs, mais aussi des membres supérieurs, est en rapport également avec un stress métabolique et cette inflammation chronique qu'on a dans l'obésité. Donc si on veut simplifier en 2 mots et tout de suite arrêter les mythes, je voudrais vous dire 2 choses à propos de la chirurgie de l'arthrose et des obèses. L'obésité ne représente pas une contre-indication à la chirurgie prothétique. Donc là, on est dans le spectre des gens qui ont plutôt entre 50 et 80 ans. Il faut sortir des propos pédiatriques, évidemment. Je parle des gens qui ont de l'arthrose assez avérée. Donc l'obésité n'est pas une contre-indication, soyons clairs. La deuxième chose, c'est que quand les gens ont une intervention, une prothèse de hanche ou de genou qui va bien, ils ne perdent pas de poids. Grâce à cette intervention, il faut être clair aussi. Évidemment, le mouvement, c'est majeur et ça participe. L'exercice, comme le disait notre collègue kiné, c'est très, très, très important pour ces gens-là. Mais il va falloir les accompagner au-delà de leur proposer une solution pour leur arthrose des membres inférieurs. Il faut mettre l'accent sur cette problématique parce qu'il arrive que des gens viennent nous voir pour leur arthrose et qu'il n'y ait pas du tout de prise en charge multifactorielle à côté de ça et que personne ne leur ait dit d'aller voir un diététicien ou un chirurgien bariatrique dans certains cas, etc. Donc parfois on est en première ligne, c'est rare, mais ça peut arriver. Et les gens ont plus de facilité à aller parler de leur arthrose que de leur surpoids. Donc parfois on met un peu les pieds dans le plat. Et puis voilà, encore une fois, on est orthopédiste, donc on n'est peut-être pas les plus fins psychologues, mais il faut essayer d'y arriver et de faire confiance à nos confrères et d'avoir un bon réseau et de savoir adresser les gens et commencer à parler de ça aux gens quand la problématique arrive. Donc effectivement, c'est clair, c'est un stress mécanique, mais aussi un stress biologique avec cette inflammation chronique.
Ça augmente énormément les risques d'arthrose, notamment au niveau du genou, et on sait que les risques d'avoir une prothèse de genou donc, sont multipliés par 10 quand on a un IMC au-delà de 30. Et puis ça va arriver à peu près 10 ans plus tôt que la moyenne de la population générale, un petit peu moins pour les problématiques de hanche, mais c'est également plus important quand même que la population générale. Le traitement, quand il n'est pas encore chirurgical, c'est multifactoriel, et ça les généralistes, les rhumatologues, les médecins du sport, tout le monde le connaît bien. C'est travailler sur la réduction pondérale, refaire partir les gens dans une activité physique, qu'elle soit évidemment adaptée. Quand on parle d'activité physique, tout le monde pense à la course à pied, donc évidemment les obèses se sentent complètement en incapacité, mais pour moi l'activité physique est surtout qui soigne des articulations du membre inférieur usées, ce n'est pas la course à pied, hein, c'est des impacts répétés, c'est très mauvais, mais ça peut être du vélo, des choses portées dans l'eau, des exercices de tai chi, que sais-je, etc. C'est extrêmement bon pour les articulations et il faut pousser les gens à aller dans ces directions-là. Ça réduit l'inflammation, les gens se sentent mieux dans leur corps. Et puis, de temps en temps, il y a associé un peu de pharmacologie. Des traitements standards de palier 1, palier 2, des anti-inflammatoires. Alors prudence, les cures courtes, protéger l'estomac chez des gens qui peuvent avoir déjà des problèmes. Et également des nouveaux traitements. Alors on ne va pas aller sur les choses très fortes. Hein. Pour moi, si les gens viennent avec des paliers 2 ou des paliers 3, c'est qu'il y a déjà un petit peu de problème. Hein. Si c'est de manière quotidienne, on peut en faire pour une crise quand on a été au mariage de ses enfants ou faire de la rando en Corse, mais sinon il faut quand même arrêter ces traitements ou pas en avoir besoin tout le temps, sinon c'est qu'il y a une autre solution qui doit être envisagée. On peut aussi associer des choses sur le versant psychologique, des douleurs chroniques, des terrains particulièrement anxieux. Il y a maintenant la duloxétine qui a de plus en plus de place dans la pharmacologie de l'arthrose évoluée ou résistante à d'autres traitements. Et puis il y a les traitements infiltratifs, 3 familles de produits globalement, des corticoïdes. Attention aux gens diabétiques, ça peut déstabiliser un petit peu l'équilibre glycémique les premiers jours, la viscosupplémentation et puis maintenant les facteurs de croissance, les PRP. Tout ça est encore à discuter. Ça fonctionne chez les gens obèses comme chez les gens non obèses, un petit peu moins chez les gens obèses peut-être. Il faut pouvoir leur proposer, peut-être quand ils ne sont pas encore du tout dans une idée de chirurgie. Et puis après, il y a la chirurgie dont je vous disais que malheureusement, elle ne participe pas à la réduction pondérale. On peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc on propose des prothèses, j'entends de hanche ou de genou par exemple, à des gens qui ont un handicap sévère lié à leur arthrose de manière évidente et chez qui on a épuisé toutes les autres sources médicales dont on vient de parler. Il faut être clair là-dessus, c'est indépendant de l'indice de masse corporelle du patient. On peut être obèse, pas obèse. Évidemment, on va réfléchir à la façon dont on va planifier et organiser et réaliser l'opération, parce que ça ne va pas être la même chose si quelqu'un est obèse. Si l'obésité est morbide, on va y réfléchir à 3 fois. On va regarder notamment s'il n'y a pas à côté d'autres facteurs de risque qui pourraient vraiment rendre les situations difficiles, comme un diabète très déséquilibré ou une dénutrition majeure ou d'autres facteurs de risque cardiovasculaires qui pourraient être très embêtants autour de l'intervention. On va éviter également les petites prothèses. Alors, en l'occurrence, les gens disent parfois les demi-prothèses, les prothèses unicompartimentales, ces prothèses qui ne changent qu'un compartiment du genou et qui s'appuient donc sur la moitié du tibia. Donc si vous avez quelqu'un en surcharge pondérale et que vous mettez une demi-prothèse sur la moitié du tibia, ça peut être difficile pour la prothèse de rester longtemps en place. Donc on va s'adapter, mais on opère les gens quel que soit leur gabarit. Et ça, on sait, et ça a été prouvé, ça donne des bénéfices fonctionnels importants, très importants au niveau de la hanche. Il ne faut vraiment pas s'empêcher, je crois, d'envoyer les gens au chirurgien et de discuter, notamment au niveau de la hanche, parce qu'une hanche arthrosique, c'est quand même très, très, très handicapant. Il y a des bénéfices quand même assez importants pour la vie quotidienne. Rares sont les gens qui regrettent. Les gens disent plutôt, si j'avais su, je serais venu avant. Et le genou, ça change aussi la vie. C'est pas des genoux oubliés dans l'immense majorité des cas, mais c'est des gens qui ont quand même une vie qui va beaucoup mieux, donc il faut y penser. Évidemment, notre rôle, ça va être de les encourager s'ils sont dans la bonne direction et qu'ils ont envie d'une prothèse pour ça, mais on va également devoir leur dire que ça représente des risques importants. De toute façon, on passe beaucoup de temps en consultation à expliquer les avantages et les risques, mais aussi pour les patients qui sont obèses, des risques généraux qui sont un peu plus importants, liés à l'anesthésie générale, aux problèmes respiratoires et cardiovasculaires dont on a déjà parlé, les risques thromboemboliques qui sont un peu plus importants que dans la moyenne, la chirurgie qui va être un peu plus longue, qui va saigner un petit peu plus, le risque de transfusion qui est un peu plus important, la qualité de pose des implants qui peut être un peu délicate si on est chez des gens qui sont dans une énorme obésité, excusez-moi, mais c'est vrai que ça peut représenter un challenge technique et il faut planifier, mais on peut le faire et ça peut très bien se passer. Et puis on peut avoir des soucis post-opératoires un peu plus importants, notamment les problèmes cicatriciels,
ou de luxation dans les prothèses, même si c'est des choses qui sont en train d'être réduites grâce aux qualités de pose et d'implants qu'on a maintenant disponibles. Enfin, il faut leur dire, il faut réfléchir avec eux aussi au fait que même si les matériaux ont beaucoup progressé et sont très très résistants à l'usure aujourd'hui, ils ont statistiquement des risques que l'implant dure un peu moins longtemps. Par exemple, pour les gens obèses, une étude avait montré qu'à 15 ans, il n'y avait que 70% des implants encore en place versus 90% dans la population générale. Savoir leur expliquer, ça ne veut pas dire que c'est une contre-indication et ça ne veut pas dire qu'on va jeter leurs genoux à la poubelle au bout de 15 ans. Ça veut dire qu'un risque est un peu plus important. Peut-être qu'on devra refaire une chirurgie. Les gens seront plus âgés, moins demandeurs et les choses pourront être discutées différemment. Voilà. On va ouvrir le débat avec... il y a aussi une chose dans les facteurs de comorbidité, bon, ça nous concerne parce que nous on rencontre ça souvent, et que vous allez rencontrer aussi, c'est le NASH syndrome, hein, le foie gras. Et ça, vous savez que l'évolution du NASH syndrome chez un obèse est la même qu'une évolution qu'une cirrhose alcoolique. Hein, ça peut évoluer même jusqu'à la transplantation. Hein, il y en a. Et donc là, être très très sensibilisé parce que c'est quelque chose qui reste réversible jusqu'à un certain stade et qui après, malheureusement, peut constituer, une fois que la cirrhose est installée, une contre-indication à une chirurgie bariatrique, par exemple, parce que la mortalité est multipliée par 3 ou 4. Donc ça, on va rajouter. Bon, on va... Est-ce que vous avez des questions? Oui. Je me présente, je suis médecin psychiatre. Ça marche? Oui, parlez près du micro. Oui, je suis médecin psychiatre en Haute-Savoie. Je travaille dans un centre qui traite les troubles du comportement alimentaire. On est spécialisé là-dedans. C'est la clinique des Vallées en Haute-Savoie. Ma question ne concerne pas ce point, mais ça concerne les études dont vous avez fait état entre lien de l'obésité et prévalence de syndrome d'apnée du sommeil type obstructif. Ça, on le sait, ce n'est pas quelque chose qu'on découvre, mais ma question, c'est justement sur l'inverse, à savoir, lorsque l'obésité est traitée et la personne n'est plus obèse, est-ce que l'apnée obstructive du sommeil disparaît? Oui. Est-ce que vous avez connaissance des études? Il y a des études, et surtout en termes cliniques. Alors, on désappareille, en fait. La plupart des patients, notamment... Mais je parle de l'obésité. Oui, non, mais notamment en post-chirurgie bariatrique, on désappareille en général les patients entre 6 et 18 mois après la chirurgie bariatrique. Quasiment tous les patients qui ont de l'apnée symptomatique avant une chirurgie bariatrique se verront désappareiller de leur PPC après la chirurgie bariatrique. Ok. Il y a beaucoup de publications, mais sur l'apnée obstructive du sommeil, c'est 85 à 90% d'amélioration avec l'amaigrissement, qu'il soit post-chirurgie ou autre. Mais dès que les patients ont perdu à peu près 30 à 40% de leur excès de poids, elle guérit. Parce que la question après, est-ce qu'il faut maintenir la pression positive? Non, il faut surtout PPC. Non, on traite des patients symptomatiques, donc on les reteste après amaigrissement. En général, perdre 10 kilos, c'est à peu près 15% de baisse de nombre d'apnées. Donc en fait, tout dépend de l'IH initial. Et après, on ne traite que des symptômes. Donc même un patient qui a une quinzaine d'événements respiratoires qui n'est pas symptomatique et qui ne ressent plus de bénéfices, il faut surtout le retester et le désappareiller s'il n'est pas symptomatique. Merci. Oui. Une question sur le chat concernant le cardiologue. À partir de quel âge proposer un bilan systématique chez cardiologue, même en absence d'hypertension ou de diabète? Ça dépend de son degré d'anxiété. Souvent, c'est le patient qui déclenche, dit j'ai envie de faire un check-up, donc là, on le fait évidemment. Et je crois qu'il faut intégrer dedans, oui, j'en ai peut-être pas parlé, on fait plus volontiers des dépistages chez les patients qui sont en surpoids. Donc ça explique peut-être en partie les meilleurs résultats, la détection plus précoce de certaines pathologies cardiaques. En tout cas, je pense qu'en cas de surpoids, il ne faut pas hésiter, même très tôt, même à l'adolescence, de faire un bilan biologique, parce qu'ils peuvent parfois avoir déjà des troubles métaboliques
Et ça doit accentuer un peu le suivi. Donc il faut très tôt faire un bilan lipidique, glucidique, la fonction rénale. Et même parfois, pour ceux qui sont essoufflés, il ne faut pas hésiter à faire les marqueurs cardiaques, hein, parce qu'il peut y avoir des cardiopathies. Donc plutôt large. Après, il faut avoir des cardiologues disponibles pour le faire. Et ça, c'est toute l'histoire de suivi des maladies chroniques. Il y en a 20 millions qui méritent un suivi. On en parlait tout à l'heure avec Julien. Rien que pour le suivi des maladies chroniques, il faut entre 9 et 12 000 cardiologues. On est plutôt 4 000 cardiologues médicaux, donc il y a un peu de décalage. Je crois que le médecin traitant doit aussi, lui, dire j'ai ce patient-là, je sens qu'il a besoin de... Donc il n'y a pas de critères stricts. Je crois que c'est le bon sens médical qui doit l'emporter. Oui. J'ai une question pour le docteur Langlois. Parfois, certains orthopédistes essayent de reculer au maximum, ce que je comprends, l'âge de l'opération de douleur, pour des prothèses de genoux, quand il y a un contexte très douloureux. Sauf que pour certains patients, du coup, ça entraîne des limitations fonctionnelles pendant des années, en voulant gagner des années sur la date de la pose de la prothèse. Ça entraîne aussi des années de vécu douloureux, de limitation de l'activité physique, finalement de perte aussi d'habitude de mouvement pour éviter la douleur. Et finalement, ça entraîne aussi un cercle vicieux qui peut aussi contribuer à maintenir l'obésité. Donc dans votre balance décisionnelle, comment vous gérez ça ? Ouais, merci pour cette question. C'est vrai que la thématique c'était l'obésité, donc j'ai détourné la plupart de mes consultations. Je dis que l'âge ne fait pas partie de l'indication. C'est pour ça que ça n'entre pas dans la phrase où je disais que c'est le handicap, la pathologie qui était au bout du traitement médical, et c'est tout. Malheureusement, on doit lutter contre des idées reçues, contre des chirurgies qui existent depuis, pour la hanche, les années 60. Pour le genou, les années 80, mais c'est des chirurgies qui ont beaucoup progressé, pas uniquement dans la technique chirurgicale, mais également dans les matériaux qu'on utilise. Les matériaux, notamment, le point faible pendant longtemps, ça a été le polyéthylène, ce plastique qui est le composant qui frotte et qui use, et les gens gardent en tête le fait que ce polyéthylène était de mauvaise qualité, et j'ai... la moitié des gens qui viennent me voir en consultation qui pensent qu'une prothèse, ça dure 10 ans, point barre. Ça veut dire que 100% des gens verraient leur prothèse changer au bout de 10 ans. C'est évidemment faux. Vous avez vu des chiffres, là, sur les prothèses de genoux, à peu près 90% des gens ont encore leur prothèse de genou 15 ans après. Donc on doit lutter sans cesse contre ces idées reçues. Les matériaux sont plus résistants, les chirurgies sont plus fiables. On a beaucoup d'outils pour préparer les opérations, pour réaliser les opérations avec des robots ou pas, ce que vous voulez, pour qu'on soit précis dans la pose, pour que l'accroche à l'os soit très bonne. Et tout ça, ça nous a amélioré les résultats. Il faut que les gens comprennent, les patients, l'entourage des généralistes, tous les gens soient au fait que l'âge n'est pas un critère, évidemment. Mais c'est très rare. Hein. Quand on voit quelqu'un arriver à 30 ans, on va se poser la question. Mais au-delà de 40, 50 ans, si l'impact est fort, si les gens sont réellement handicapés, comme vous le citiez, si on a épuisé les autres mesures, s'ils sont prêts à l'intervention également. Je pense que c'est raisonnable quand on voit des gens un peu plus jeunes de les voir une fois ou deux, au moins avant de poser l'indication, d'être certains qu'ils ont vu le kiné, qu'ils ont fait toutes les infiltrations, qu'ils ont compris les enjeux. Peut-être que pour une prothèse de genou, il y a certaines activités qu'ils vont mettre de côté, d'avoir bien posé les bases de ce que ça va être la vie après avec une prothèse de genou. Et on peut faire beaucoup de choses avec une prothèse de genou, on les opère. Et l'âge n'est vraiment pas un critère, quoi. Moi, j'ai une question à chacun des orateurs. Par rapport aux facteurs de comorbidité, notamment cardiovasculaires, on sait que l'amaigrissement, et surtout quand ces facteurs ne sont pas installés depuis trop longtemps, et l'amaigrissement va rendre réversible un certain nombre de facteurs. Le seul problème qui est posé, c'est l'hypertension artérielle. Et d'où l'intérêt, je pense, que, comme tu as dit, de faire une prévention cardiovasculaire précoce chez les patients obèses, parce que tu vas nous le confirmer, c'est le ressenti qu'on a, c'est que l'hypertension artérielle, on n'est pas très actif là-dessus, même avec l'amaigrissement. Et les patients restent hypertendus. C'est sûr qu'ils améliorent, on allège leur traitement, mais en général, ils le gardent. Est-ce que... C'est pas toujours facile à traiter, l'hypertension artérielle, et surtout un patient qui est asymptomatique, lui dire il faut avaler un cacheton tous les jours, et après on lui dit finalement il n'est pas suffisant, il faut l'augmenter.
Donc il y a déjà l'adhésion au traitement. On estime grosso modo qu'il y a 20 à 30% des hypertendus qui ne prennent pas leur traitement. Donc il y a quand même cet enjeu qui est important. Et je pense que la prise en charge, elle est plutôt globale. Hein. Il faut l'intégrer dans l'ensemble, d'expliquer que y a un peu de surpoids, un peu de diabète, un peu d'hypertension, ça fait une maladie chronique avec un effet puissance 3 sur le pronostic cardiovasculaire. Sans leur faire peur, et en fait il faut prendre le temps d'eux, et pas, on a tendance à se précipiter avec le traitement déjà. Si quelqu'un qui a une tension à 16 même en moyenne, ça ne veut pas dire qu'il va faire l'AVC dans les 3 mois. Il faut se poser la question de prendre le temps et d'expliquer aux patients quelles sont les démarches qu'ils peuvent faire à côté. Et parfois, quand on leur dit, vous savez, si vous perdez quelques kilos, vous prenez un petit peu en charge, peut-être qu'on n'aurait pas besoin de traitement. Ça, c'est une vraie motivation. On voit beaucoup de patients qui se mettent à faire un peu d'exercice, surveillent un peu leur alimentation. Mais c'est pas facile. Hein. En France, il y a à peu près un peu plus de 10 millions d'hypertendus, dont la moitié seniors. Et donc l'enjeu est majeur, mais je pense que la perte de poids entraîne un vrai effet positif sur la prise en charge de l'hypertension. Il faut savoir réévaluer le traitement en tout cas. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Je vais poser une question pour l'apnée du sommeil. Donc sur les patients candidats à la chirurgie. Alors, on est un peu plus exigeant, notamment avec nos équipes anesthésiques, d'autant qu'il y a eu des recommandations de la HAS qui viennent d'être publiées là. C'est que on est quasiment, je crois, on est à 65% des patients en obésité morbide qui ont de l'apnée du sommeil, un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Et en fait, on considère que, enfin, tu vas me confirmer, c'est que si l'index est supérieur à 15, avant une chirurgie, je parle, et à ce moment-là, il faut les appareiller. Et au moins 15 jours à 3 semaines avant le geste. Et ensuite, on a une amélioration qui va se passer. Mais là, je crois que ça a été dans les dernières recommandations, je crois que la limite, c'est 15. Parce que moi, j'ai vu des patients arriver qui ont été pris en charge pour le sommeil avec des index à 20, 25. On leur dit non, c'est bon, vous allez vous faire opérer et puis ça va guérir. Oui, tout à fait. Mais le problème, c'est qu'avec des index comme ça, s'ils ne sont pas appareillés, on peut pas les opérer. Alors, je te remercie parce que vous avez une très bonne expertise sur Lyon et vous les bilantez en systématique et vous les appareillez en systématique. C'est loin d'être le cas de partout. Effectivement, à partir de 15 d'apnée, on sait qu'on va aggraver le risque opératoire et surtout le risque périopératoire. Le risque opératoire et périopératoire. Et donc, moi, j'ai une tendance à essayer de les appareiller systématiquement. Le problème, c'est les équipes derrière, anesthésiques ou des centres d'obésité qui, parfois, ne demandent pas en systématique, malgré... Ah, si. C'est inscrit dans la recommandation. Tout à fait. Mais moi, je bosse dans 3 structures différentes. Je suis dans un hôpital, une clinique, 2 cliniques. Oui, on ne peut pas répondre pour tous les anesthésiques. Personnellement, j'ai tendance à tous les appareiller parce que justement, le problème, c'est que même parfois, les appareils ne sont pas mis en post-opératoire, ne sont pas mis par en service de soins intensifs post-opératoires. On a eu ce problème où on avait le message. On a eu pas mal ce problème où on avait le message où les patients arrivaient avec leur PPC. Et puis souvent, une fois arrivés dans le service, même les soignants disaient c'est pas la peine, de toute façon, on va vous mettre une lunette d'oxygène, ça fait pareil. Or, c'est pas du tout la même chose. On est bien d'accord, c'est pas du tout la même chose et c'est pas le même objectif. Mais c'est vrai qu'en préopératoire, 15 jours, 3 semaines avant, c'est assez facile d'appareiller. C'est pas facile pour le patient de s'habituer quand il est peu symptomatique et c'est pour ça que moi je suis très incisif pour les patients qui sont symptomatiques et ça prend beaucoup plus de temps pour convaincre les gens qui sont asymptomatiques. En général, par contre, quand l'anesthésiste leur dit si vous ne vous appareillez pas, vous n'êtes pas endormi, ça marche beaucoup mieux. Et donc, d'où dans la prise en charge, dans la consultation d'anesthésie, l'importance d'être convaincant sur le fait qu'il va y en avoir besoin et ça va améliorer le risque opératoire et périopératoire.
J'ai une dernière question pour notre collègue orthopédiste. Alors, globalement, on le voit chez nos obèses, le genou, moins la hanche. Alors, je ne sais pas pourquoi, tu vas peut-être nous expliquer. Le genou et le dos, c'est du classique. Mais on voit beaucoup, moi je trouve, de pathologies de l'épaule, notamment de pathologies inflammatoires, ou voire plus. Et j'ai jamais eu une réponse franche sur le mécanisme. Alors, peut-être que tu vas nous la donner. Non, je suis désolé, j'ai pas de réponse à donner. Je suis dans un centre où on est beaucoup d'orthopédistes et tous très hyper spécialisés. Je fais plus du tout cette chirurgie. Ce que j'ai lu, c'est qu'effectivement, l'arthrose tend à être intégrée dans un syndrome métabolique avec des phénomènes d'inflammation chronique qui pourraient participer à la dégradation du cartilage. Et c'est pour ça qu'on trouve également beaucoup d'arthrose des mains et des poignets chez les gens obèses qui n'ont rien à voir avec des considérations mécaniques. Je pense que l'épaule, c'est un phénomène intermédiaire. Pardon ? De stress oxydatif, d'inflammation chronique, peut-être hormonaux également. C'est multifactoriel. Il y a beaucoup de schémas qu'on a supprimés pour la simplification du topo, mais effectivement, probablement c'est ces mêmes facteurs ça pourrait participer. Après, on voit beaucoup de capsulites chez les patients. Ah oui. Maintenant, avec le recul des années et le nombre, même mes collègues chirurgiens on voit énormément de capsulites chez les patients. Et même sur du suivi à distance, ces patients qui ont maigri souvent, ils viennent, ils disent je suis suivi, je dois me faire infiltrer, etc. J'ai une douleur à l'épaule et c'est souvent des capsulites rétractiles, et probablement par des facteurs inflammatoires ou des radicaux libres qui doivent être libérés. J'avais plutôt une question, je crois que c'est destiné un peu à nous tous. On voit que c'est une maladie chronique. On voit qu'il y a une multiplicité d'intervenants. Ça va des diététiciens, kinés, psychologues, cardiologues, somnologues, chirurgiens. Qui doit coordonner les parcours de soins, les parcours de l'obésité? Ça va être un sujet qui va être abordé après. Ok. Bon, donc on va pas aborder le sujet. S'il n'y a pas d'autres questions, ah oui, allez-y. Non, j'attendais que vous puissiez conclure cette table ronde, juste parce qu'on a eu une question en fait sur le chat, mais concernant les intervenants de la précédente table ronde, notamment psy une question comme ça. C'est bon. On a un peu d'avance, mais c'est aussi bien si on peut finir un peu plus tôt. Je me permets. Donc je lis le message. Donc il y a quand même de grandes disparités entre les techniques psychothérapeutiques et aussi diététiques. Comment faire la différence et comment orienter? Donc la personne est sur la région de Grenoble et n'a aucun correspondant psy et diététique ou nutritionniste qui serait spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire ou l'obésité. Donc est-ce qu'on peut trouver quelque part ces informations? Est-ce qu'il existe Oui. À Grenoble, c'est très facile, il y a un CSO et il y a aussi un centre référent pour les troubles alimentaires qui ont des listings et qui ont réalisé un maillage territorial des professionnels spécialisés, toutes spécialités confondues, qu'ils forment régulièrement. Et donc, je pense qu'en les contactant, ce sera assez facile d'obtenir ces informations. On va faire Marie-Cécile, qui est la future présidente de la SOFCO. Vice-présidente de la SOFCO. Donc, sur le site de la SOFCO, vous avez la liste des centres labellisés pour la prise en charge de l'obésité. Et je complète avec les libéraux, médecins, nutritionnistes, chirurgiens, diététiques et psy. On a aussi une cartographie interactive sur la plateforme Mon Poids Ma Santé, sur le site internet Mon Poids Ma Santé, donc qui est en train d'être... on recrute activement du coup les professionnels de la santé, donc je vous invite à y aller. Et après, le but, c'est que les patients donc, ou d'autres professionnels puissent trouver les personnes qui sont formées à l'obésité, qui accompagnent les patients avec bienveillance et empathie. Très bien. Bon, on va conclure. Merci aux orateurs. Et je vais passer le micro à Jean.